Bonjour, je vais me permettre d'essayer de formuler deux, trois pensées sur l'épidémie du Covid. Et pour changer un petit peu les données du problème, parce que en fait, tous les jours, on a des nouvelles, des informations, des désinformations, des théories du complot, des anti-théories du complot, des fake news et des anti-fake news et plein de choses contradictoires. J'aimerais essayer de prendre un petit peu de hauteur pour proposer plutôt une autre façon de voir les choses. On va voir si ça percute. Alors, c'est pas un hasard. J'ai commandé récemment un bouquin qui s'appelle La peste d'Albert Camus, qui permet un petit peu de se rendre compte que des épisodes d'épidémie, des cataclysmes de ce genre-là, bah, c'est pas la première fois qu'on se les paye. Mais bien entendu, c'est pour ainsi dire aussi vieux que l'humanité, quoi. Et comment une société, par exemple, c'est ce qui est écrit dans La Peste, réagit par rapport à quelque chose qui d'abord les surprend, ensuite qui les force à s'organiser, tant bien que mal, et puis surtout bien, qui vient comment dire, les arracher à leur quotidien comme une espèce de tsunami qui les submerge. Ouais, c'est un peu ce qu'on vit. Alors justement, c'est ce que détaille Albert Camus dans ce livre. C'est une épidémie de peste qu'il décrit en 1940 à Oran. Et comment, dans un premier temps, par exemple, des phénomènes curieux comme, bon ben voilà, là pour ce qui concerne la peste, eh bien c'est lié aux animaux porteurs, aux fameux réservoirs. Donc là, bah, le réservoir, c'est les rats. Et les rats meurent en hécatombe. Et donc, voilà, ça interpelle certaines personnes, puis pas plus que ça. Et puis après, il y a les premiers cas d'humains, les premières victimes. Et il n'y a toujours pas de prise de conscience jusqu'à un moment où, justement, la prise de conscience est faite établie. Et donc, les pouvoirs publics réagissent. En l'occurrence, c'est plutôt la ville et la préfecture d'Oran. À cette époque-là, on était un territoire, c'était occupé par les Français. Hein. L'Algérie était française. Et là, effectivement, dans un premier temps, ben, ils réagissent avec des mesures qui plaisent pas à tout le monde, tiens, comme par hasard. Et puis surtout, on les croit pas. Alors qu'est-ce qu'ils font pour qu'on les croie? Eh bien, ils donnent des chiffres, ils font circuler des chiffres à la presse, au quotidien. À cette époque-là, il n'y avait pas les journaux à information continue. Hein. Il n'y avait pas non plus tout le matraquage médiatique qu'on a actuellement. Mais, j'allais dire merdiatique. J'ai dit merdiatique? Ah, je ne l'ai pas dit. Bon, bah, je l'ai pensé alors. Euh, En fait, tout le matraquage euh, qu'on a aujourd'hui. Mais bon, voilà, en fait, en gros, on retrouve les mêmes mécanismes. Ou des mécanismes assez similaires, on va dire ça. Alors, bah, je vous dirai un peu plus quand j'aurai fini le bouquin, parce que j'en suis en plein milieu. Et on peut voir, on peut tirer quand même des conclusions. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens qui voient souvent, qui ont tendance à voir dans un phénomène qui nous dépasse bah, des espèces de complots avec des marionnettes dont on tire les ficelles depuis l'arrière de la scène et
tout ça, bien entendu, c'est les Illuminati et je ne sais quoi qui se planquent là derrière. Ben, je veux pas exclure, moi j'ai tendance à, depuis que j'ai découvert le bayésianisme, la pensée bayésienne, je pense que c'est intéressant de ne jamais exclure aucune hypothèse. Donc je ne veux pas exclure cette hypothèse du grand complot mondial. Mais dans l'occurrence, au vu justement de ce que j'ai toujours considéré comme une leçon forte à tirer des événements, c'est-à-dire que l'histoire a tendance à se répéter, c'est même écrit quelque part, hein, sous le soleil rien de nouveau, bah finalement que un phénomène similaire, comparable, on a des phénomènes, des réactions humaines qui sont comparables. Et ce que je vois, c'est que c'est pas vraiment de l'incompétence de la part des dirigeants, mais c'est que ils sont, ce qui est logique aussi, ils sont pas toujours compétents pour ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça qu'ils se tournent vers des spécialistes qui peuvent pas leur répondre non plus automatiquement des réponses dans des boules de cristal qui sont toutes faites, parce que justement, dans des cas d'épidémie comme ça qui surprennent tout le monde, ben, il n'y a pas vraiment de méthode miracle pour savoir qui a plus raison que les autres, et surtout pour savoir comment les choses vont évoluer. Alors là, je vais préciser, on est le 19 mai donc 2020, et en gros, ben, pour l'instant, ça a l'air de se figurer comme ça, c'est-à-dire que l'épidémie a commencé en Chine, comme on le sait, elle a commencé très probablement, puisqu'on a recensé l'explosion des cas plutôt vers fin février, début mars en Europe. On peut supposer que les gens ont été donc infectés avant. Donc 2-3 semaines avant, en gros, hein, le temps de l'incubation, et donc on peut imaginer que déjà en février, finalement, ben, il y avait pas mal de personnes qui étaient malades sans se rendre compte, ou disons infectées. Et puis bah, maintenant, bah, on voit que ça, on a le pic de l'épidémie, en tout cas ce qu'ils appellent la première vague derrière nous. Et on en est là. Et on n'a toujours pas de boule de cristal, hein. Par contre, on va avoir pléthore de personnes qui vont soit se tourner vers le complot mondialisé, etc. Les petits hommes verts, voilà, qui ont déjà tout préparé, tout prémédité. Ou l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des versions dites officielles qui nous serinent avec justement ah c'est complotiste, ah c'est extrémiste, ah c'est populiste, ah c'est je ne sais quoi, c'est extrême de tous les côtés, droite, gauche et toutes les couleurs, et je ne sais si voilà, et ces gens qui sont sous le canal Saint-Martin et qui respectent rien, qui se foutent de la gueule du monde, etc. Mais je sais pas, il faudrait peut-être un petit peu aussi remettre les choses dans leur proportion, essayer de pondérer peut-être. Et pour pondérer, il faut prendre du recul. Enfin, à mon avis, je pense qu'il faut prendre du recul. On a une différence par rapport à la peste. Parce que là, il s'agit bien d'une peste dans ce livre qui tue. Donc la peste tue quand les gens sont infectés, qui ne sont pas traités à temps, qu'il n'y a pas de sérum. Bah, elle tue à entre 50 et 80% des cas. Bah, ce virus-là, il n'est pas en train de tuer 50 et 80% de la population touchée. Ça, on le sait maintenant, hein, voilà. Même si donc les gens sont infectés, l'écrasante majorité des gens qui vont être infectés ne va pas en mourir pour autant. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des séquelles. Le professeur Raoult a bien émis des inquiétudes par rapport justement à des risques en fait, de lésions dans les poumons qui risquent d'entamer donc des séquelles, d'entraîner des séquelles, des
des fibroses pulmonaires qui sont pas, c'est pas non plus de la rigolade. Donc l'épidémie en soi, elle n'est pas de la rigolade. Elle tue, d'abord on le sait. Une minorité de gens, alors le pourcentage, on le saura, comme le dit Raoult, à la fin de l'histoire, hein, parce que on aura un jour peut-être des séquençages, des tests sérologiques sur des échantillons beaucoup plus représentatifs de la population, qui permettront d'établir que la mortalité et la létalité de cette maladie n'est pas aussi grave que, bien entendu, elle en a l'air dans un premier abord, parce qu'on teste la plupart du temps, surtout dans un pays où on n'a pas vraiment prévu de justement tester les gens, et ça depuis longtemps, on teste très peu de gens. Donc, même dans les pays où on teste plus de gens, finalement, pour l'instant, je crois que le pays qui a le plus testé, c'est l'Islande et les îles Féroé. Bon, enfin, les îles Féroé, il doit y avoir quelques centaines de personnes. Et en Islande, on en revient à 150 000 tests par million d'habitants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 15%, pardon. Donc 15% de tests sur 100% de la population, une population, c'est beaucoup et c'est peu en même temps. Ça peut être représentatif, mais ça dépend qui on teste. Donc il faut toujours prendre des proportions, comment dire, faut toujours prendre des précautions quand on a des résultats qui semblent être définitifs. Ils ne sont pas définitifs et probablement qu'on n'aura jamais de résultats définitifs. Enfin voilà, ça c'est un petit préambule pour vous expliquer que il faut d'abord et avant tout se prémunir du doute. C'est ce que j'essaie de faire et n'exclure aucune hypothèse, quand bien même des hypothèses style les petits hommes verts vont nous envahir. À l'heure actuelle de l'état de nos connaissances, c'est une hypothèse qui semble assez invraisemblable, hein, assez peu crédible. Donc toujours essayer de faire appel à ça. Et finalement, on peut se rendre compte que on a soit des incompétences, soit des ignorances. Et moi, qui ai étudié un petit peu de la philosophie orientale notamment, et les religions orientales, eh bien je sais que l'ignorance fait partie des 4 grands principes du bouddhisme, qui nous conduit au malheur. Pourquoi souffrons-nous? C'est parce que c'est entre autres l'ignorance. Pas seulement, hein. C'est notre vanité, c'est l'ignorance, c'est notre inconscience de l'impermanence des choses, et c'est aussi notre peur de la mort. Or là, on a vraiment un cocktail assez intéressant, parce que la peur de la mort, elle est révélée dans nos sociétés qui refusent de voir la mort en face depuis bien longtemps maintenant. Là, on est bien mis en face de ça. Notre vanité, j'en parle même pas, parce que surtout nous, les Français, on aime bien donner des sons au monde entier. Ça nous, c'est une espèce de sport national. On est mieux que les Chinois, on est mieux que tout le monde, on est mieux que les Américains, on est mieux que les... Enfin voilà. Et puis finalement, quand on voit au résultat, bon, ça devrait faire appel un petit peu plus d'humilité, d'humilité et de respect. Je pense qu'on ferait mieux de respecter un peu plus le monde et les autres. Voilà. Ah bon, je parle pour moi, je parle pour tout le monde. C'est pas, je m'inclus dans le truc, hein. Et puis, donc on a parlé de la vanité, on a parlé de l'inconscience, de l'ignorance, on a parlé de la peur de la mort et en fait de l'impermanence des choses. Tout ça, c'est donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un monde, d'une construction sociétale, de civilisation, qui nous fait envisager une espèce de croissance permanente pour la prospérité économique et pour lutter contre le chômage et toutes
prérogatives que les politiques nous semoncent depuis des décennies, comme s'il n'y avait que cet horizon, eh bien, il faut dépasser les horizons. Et il faut penser que justement, dans un monde où les ressources sont limitées, que la croissance indéfinie n'existe pas, c'est un mythe, et que le fait de rouler au pétrole et d'avoir une voiture pour 2 citoyens en gros, ça ne peut plus marcher. Et ça marchera de moins en moins. Qu'il faudra justement accepter de changer d'époque, de changer les choses. Et ça, on le fera à degré ou de force. Hein. Donc il vaut mieux le faire en étant éveillé, en étant en pleine conscience, plutôt que de se prendre la baffe dans la gueule quand elle arrive. Voilà. Donc, ce ne sont juste que des pensées que je formule, et c'est absolument pas une vérité absolue. Mais c'est disons, au vu de mes analyses, de ce que j'ai un peu réfléchi ces derniers temps, et puis de cette lecture d'Albert Camus, que je conseille d'ailleurs à tout le monde qui a la patience et le goût pour la lecture, parce que d'abord, c'est pas n'importe qui, hein, et ensuite, parce que ça se lit bien. Et justement, dans notre époque de confinement, déconfinement, reconfinement potentiel et je ne sais quoi, en fait, plutôt que de se mettre une muselière sur sa pensée, de se mettre un masque chirurgical sur son crâne, eh bien, je vous invite à vous plonger dans la lecture. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir comment je vais m'adresser aux gens. Et justement, je crois que je vais provoquer un petit peu, je vais faire la mouche du coche. L'époque est de bon ton de dire que oui, il faut l'écriture inclusive, oui, les féministes, etc. Vous vous rendez compte, l'égalité des droits, c'est important. Oui, je suis d'accord. Hein. Je suis absolument d'accord. L'égalité des droits, c'est quelque chose d'important. C'est inscrit dans la Constitution des droits de l'homme et des citoyens, celle à laquelle je crois, celle de 1789, que j'ai ici. En fait, voilà, c'est un de mes documents de référence les plus importants. Eh bien, je vais faire un petit peu une petite piqûre de rappel, puisqu'on parle de vaccin là. Je vais peut-être m'adresser aux gens en disant bonsoir bonne jante, ou bien bonjour bonne jante. Parce que le mot gens, dans la langue française, a un genre neutre, en fait il a un genre double plutôt. On peut utiliser le mot gens au masculin et le mot gens au féminin. Voilà, quand on parle de la domination patriarcale dans la langue française, j'invite les gens un petit peu à ouvrir un dictionnaire aussi, là c'est pareil. Ça peut être intéressant comme lecture, surtout un dictionnaire un peu plus ancien, qui font des références à la littérature française, par exemple à Littré, hein, et vous pourrez lire que Jean et Jante, ça se dit de façon égale. Et comme ça, on ne peut pas me reprocher non plus de ne pas respecter, disons, un certain usage de la langue qui soit inclusif et qui englobe aussi bien les personnes de sexe féminin que les personnes de sexe masculin. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, bonsoir, bonne jante.
bonjour chez vous.